Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cinémathèque Suisse et bienvenue à cette soirée spéciale qui s'inscrit dans le programme Lausanne Méditerranée. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette initiative, il s'agit concrètement d'une semaine, même quelques jours de plus, d'échanges et de culture, chaperonnés par la ville de Lausanne et en particulier par le service de la culture que j'en profite pour remercier pour cette jolie collaboration. Chaque année, cette manifestation rend hommage à un pays ou à une région méditerranéenne. Après le Maghreb, la Grèce, l'espace albanophone, place cette année au Liban. La mission de Lausanne Méditerranée se révèle particulièrement intéressante car il s'agit de promouvoir la diversité en ouvrant des portes, en tissant des liens, aussi bien entre les Libanaises et les Libanais qui vivent ici dans la région lausannoise, mais entre aussi les personnes originaires du Liban ou tout simplement celles et ceux qui ont envie de découvrir davantage ce pays, peut-être en essayant de dépasser certains clichés ou certains lieux communs. Et pour relever ces jolis défis de participation culturelle, quoi de mieux de proposer au public une vaste et riche programmation. Et quand je dis vaste et riche, je mens pas, puisqu'on y trouve à l'intérieur du programme de Lausanne Méditerranée des spectacles, des concerts, des performances, des expositions, des conférences, la liste est longue, donc il faut que je tourne mon petit papier, des rencontres, des débats, des ateliers. Je pourrais encore continuer pendant un petit moment. Je vous propose de découvrir l'ensemble du programme dans cette jolie brochure que vous avez pu prendre avant de rentrer ici dans cette salle et qui vous attend à la sortie si ce programme n'est pas encore dans votre poche ou dans votre sac. Je n'ai pas encore mentionné le mot projection parce que bien évidemment je le gardais pour la fin. Bien évidemment, Lausanne Méditerranée, c'est aussi des projections. Et je suis particulièrement heureuse ce soir de vous accueillir dans cette salle pour vous proposer de regarder ou de re-regarder, puisque le film est sorti en 2021 à la Berlinale en compétition, Memory Box de Joanna Hadji-Thomas et Khalil Joreij. Ces deux cinéastes, bien évidemment, sont nés en Beyrouth en 1969 et leur parcours vers l'art ne suit pas forcément une voie qu'on peut définir classique ou en tout cas formelle. C'est une approche plutôt empirique. Avant, j'en discutais avec quelqu'un et il me disait c'est plutôt une approche empirique. Ce qui est chouette, c'est que ce soir, on va pouvoir un peu approfondir la question, puisque l'un des deux cinéastes est avec nous ce soir. Et donc, après la projection, il y aura un moment d'échange et toute question ou réflexion trouvera sa place. Donc, je vous propose d'accueillir sur scène le réalisateur Khalil Joreij. Bonjour, bonsoir plutôt. Je suis donc la moins bonne partie du duo. En tout cas, c'est ce que prétend la cousine de Joanna qui est assise au milieu de la salle. Pourquoi ? Ce film est né d'un très long projet parce qu'il est basé sur des cahiers que Joanna a véritablement écrits dans les années 80, de 82 à 88. À l'époque, il n'y avait pas de poste au Liban, mais elle avait fait la promesse à sa meilleure amie de l'époque de lui écrire tous les jours et ils s'échangeaient des cahiers. Ces cahiers, elle n'était pas avec elle, ces cahiers. Elle les a retrouvés au détour d'une exposition qu'on a faite. Et les deux amies, quand elles se sont retrouvées, elles se sont échangées des cahiers. Donc Joanna a redécouvert tout ce qu'elle avait écrit dans les années 80. Et à ce moment-là, notre fille, qui avait l'âge que Joanna avait au moment où elle les écrivait, avait très envie de les lire. Mais c'était assez compliqué de lui faire lire ce que sa mère vivait à son adolescence. Il y avait une distorsion du temps, il y avait une distorsion de la guerre. Comment raconter tout ça ? Et donc on a décidé d'en faire un film. On en a fait un film où on a croisé non seulement les cahiers et les archives de Joanna, mais aussi mes archives photographiques. Et je serai là de retour tout à l'heure avec Jordana pour pouvoir en parler avec vous. Je vous souhaite une bonne projection. À tout à l'heure. Bon film. Donc,
faut sortir un moment du film. En tout cas, moi, j'ai préparé quelques questions, mais bien évidemment, la place est surtout, et la parole est surtout pour vous. Je vous propose que je casse un peu la glace, comme on dit ici, et après, on va voir si parmi vous, il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer ou de poser une question. Moi, la première chose qui m'a beaucoup marquée, d'ailleurs vous en avez parlé aussi au début, c'est l'utilisation de ce matériel d'archives personnelles. On a parlé des cahiers de Johanna J. Thomas, de vos clichés prises pendant la guerre et des cassettes aussi audio. Ma question est un peu juste, comment on travaille avec ce matériel si personnel, si intime, quand on décide de l'insérer dans un film? C'était très difficile de dealer avec les documents authentiques, parce que c'était très difficile Notre fille était très curieuse. Elle avait très très envie de retrouver et de lire les cahiers de sa mère à cet âge. Surtout qu'on a remarqué que les cahiers étaient très différents de ce dont sa mère se souvenait. Il y a notre histoire à nous. Et donc ma fille était on ne peut plus curieuse. Mais on ne peut pas donner ce genre de documents sans un encadrement. Ne fût-ce que parce que on le voyait en lisant les cahiers, on ne comprenait rien à la guerre. Johanna, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'elle voulait, c'est cette pulsion de vie, cette intensité de vie qui était en temps de guerre. Mais nous, on comprend un peu mieux, on croit comprendre, mais pour une personne étrangère à cette époque-là, ça avait besoin de médiation, ce que vous faites. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait justement repréciser les contextes, etc. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une fiction. Pourquoi pas un documentaire? Parce qu'au début, on s'est dit même peut-être un documentaire, c'est que ce n'était pas une histoire, somme toute, exceptionnelle, où elle était exceptionnelle dans son intensité, dans l'intensité des éléments qui étaient donnés. Mais il fallait qu'on essaye de pouvoir toucher quelque chose de plus collectif, de plus partagé. Donc on en a fait cette fiction. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous parlez de médiation justement pour faire en sorte que votre fille accède de manière constructive et peut-être cadrée à ce matériel, mais dans le film, c'est justement ce qu'il n'y a pas. C'est que finalement, la protagoniste, elle accède à cette memory box de manière un peu clandestine, je dirais, et ça, effectivement, ça génère un impact assez important. C'est les limites de la médiation, je suis désolé, là, ici. C'est-à-dire que même dans le film, tout ne se transmet pas. Ouais. Il y a certains secrets qu'on ne peut pas révéler ou qu'on ne peut pas partager. C'est la grande angoisse de Theta, qui est obnubilée par le fait que cette histoire-là ne doit pas sortir de la boîte. Ou en tout cas sa petite fille ne pourrait pas comprendre. Ce qui est très vrai. Donc tout notre travail, c'est aussi un travail sur ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sent pas, ce qu'on ne perçoit pas, et qui fait partie néanmoins de fantômes qui nous habitent. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui aimerait bien poser des questions, s'exprimer? Alors je continue. Moi, s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, je pense, et aussi marqué dans le film, c'est ce dialogue assez en continu entre l'analogique et le numérique, quelque part. On a des objets qui sont plutôt du domaine de l'analogique qui sont aussi mis en abîme des fois par, je pense par exemple quand Alex photographie tout simplement les cahiers de sa mère pour pouvoir après les regarder un peu en cachette dans sa chambre. Oui, parce que ce sont des médiations aussi, là encore. On en parlait tout à l'heure. Mon archive photographique pendant ces années-là, en analogique, c'est 60 000 photos. Et au moment où notre fille voulait lire ses cahiers, vous ne m'entendez pas? Si. Elle avait installé Snapchat. Et en 6 mois, elle avait fait 60 000 photos. C'est-à-dire autant que moi en 20 ans.
Au début, j'étais énervé, genre tu es addict, tu es machin, etc. Mais en fin de compte, c'était pour elle aussi une façon d'être au monde. C'était une sorte de aussi un journal de son monde, de la façon dont elle appréhendait son réel et que ça l'aidait à appréhender son réel. Bien sûr, moi, j'avais pas de selfie. Elle, c'était un autre rapport au public, au corps, etc. Et on trouvait que c'était important de les re-rentrer, surtout que ces objets, ces artefacts, on va les appeler, puisqu'ils sont presque des objets archéologiques aujourd'hui, ils ont aussi besoin de certains contextes, sinon on ne les comprend pas, on ne les perçoit pas. Et il y a quelque chose qui est fascinant avec l'image photographique, c'est qu'il y a une image latente. Il y a une image qui a été développée, mais qui a été prise, mais qui n'a pas été forcément développée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Toujours personne? Alors, je dois mettre mes lunettes parce que je vois pas. Non, même sans lunettes, je crois. Et moi, je voulais aussi savoir un peu comment vous travaillez avec Joanna, comment vous construisez aussi le scénario à partir de ce matériel d'archives. Est-ce que au début, vous avez dit c'est une histoire quand même très personnelle, assez biographique, j'imagine. Oui, mais comment on arrive à... C'est pas biographique du tout. En fait, les cahiers nous ont permis d'avoir le détail qui parfois qu'on oublie, les textures, parce qu'on se souvient tous. Tout le monde dit qu'il y a un problème avec la mémoire. C'est pas tout à fait juste parce que s'il y a 2 Libanais ici, ils sont capables de parler pendant des heures et il n'y a pas de problème de mémoire. Mais parfois, elle devient brouillée. Et ce qui est incroyable quand on se retrouve avec des documents bruts comme ça, c'est qu'il y a une précision, il y a un détail qui parfois nous échappe. Et c'est ça qu'on a aimé refaire. Mais bien entendu, le père de Joanna est toujours vivant. La mère de Joanna ne sait pas faire de feuilles de vigne. Et donc, c'est une fiction. Ouais. Et on le voulait en tant que fiction. Mais elle est basée sur nos propres souvenirs, sur notre propre histoire. L'endroit où ils se retrouvent, c'est l'endroit où Joanna et moi, on s'est rencontrés, avec la voiture, le club, les éléments, le bateau qui part, etc. Ce sont des événements qu'on a véritablement vécus et qu'on voulait mettre. Maintenant, en faisant un film, il se peut que parfois les contextes se transforment. Et nous avons filmé ce film, on a terminé ce film en septembre, le tournage en septembre 2019. On a tourné l'endroit où on habite, etc. Et on a rouvert pour la circonstance un club que vous voyez ici qui s'appelait le Stereo Kitchen, qui avait vue sur le port. Et un mois après, l'effondrement se passe. Et 1 an après, alors qu'on est en plein montage, il y a l'explosion du 4 août, où Joanna a survécu par miracle et où la ville a été dévastée avec tout ce que vous connaissez. Et qu'est-ce qu'on fait d'une image pareille? Comment ce film nous parle toujours d'un temps et qui n'est pas déjà obsolète. Donc c'était quelque chose qui était tout le temps pour nous très important parce que le temps de faire un film, ce sont des processus très très longs, ça c'est 5 ans. Donc il faut que quelque chose de vivant reste vivant. Attendez, il y a un micro qui arrive, comme ça tout le monde vous entend. Merci. Je suis Libanais Cambou et je suis curieux de savoir comment perçoivent les jeunes, pas notre génération, mais les jeunes comme mes enfants ici, les images de la guerre, parce qu'ils ne l'ont pas connue. Quel est le ressenti que vous avez, le feedback que vous avez de jeunes? On peut leur demander s'ils sont là. Ils étaient au Liban, ils n'ont pas connu la guerre. Bonsoir. C'est des images très touchantes et très émouvantes. Et c'est très difficile de s'imaginer que
une génération au-dessus de nous ont vécu des événements comme ça, donc c'est ce que j'aurais à dire. Et votre film est magnifique et voilà, je suis très très touché. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est de voir la différence comparée aux photos de votre film et à Beyrouth de maintenant, qui est vraiment déjà changé, même s'il y a quand même des restes de la guerre. Et les images, elles sont vraiment hyper touchantes, surtout quand on a notre père qui a vécu ça, c'est encore plus touchant. Et je pense que en faisant ce film, ça devait être aussi très compliqué pour vous de revoir ces images et d'en reparler encore une fois. Alors là, je vais brouiller un tout petit peu. En lisant les cahiers de Johanna, parce qu'on les a relus, etc., c'était très instructif, mais on remarquait que, contrairement à une idée un peu répandue où tout le monde veut parler du traumatisme de la guerre, elle n'était pas traumatisée. Heureusement qu'elle n'était pas traumatisée, c'est ce qui nous permet de continuer à travailler. Mais par contre, il y avait une volonté de vivre intensément. C'est quelque chose qu'on a encore, même aujourd'hui à Beyrouth. Je suis rentré hier de Beyrouth, on vit encore intensément là-bas. C'est peut-être la seule chose qui nous rattache. C'est quelque chose qui est peut-être né des guerres, je parle des guerres parce qu'il n'y a pas que celle-ci, et qui fait que quelque chose se joue encore. Alors pour reprendre votre question, c'était très bizarre de montrer le film après tout ce qui s'est passé. C'était le Covid, c'était l'effondrement, on avait une salle de cinéma en plus, on l'a perdue à ce moment-là. Pardon, excusez-moi. Et donc, déjà à qui on le montre, dans quel contexte, etc. Et petit à petit, le film a fait son chemin. Il est tout le temps demandé. Il est même maintenant, il fait partie du programme. C'est la première fois que collège au cinéma. Et c'est très étonnant. C'est la jeune génération qui demande à le voir. Les adultes de notre âge, pour ne pas dire autre chose, à l'origine, ils ont une sorte de rejet en disant on a trop vu ça. En fait, non, on ne l'a pas vu. On n'en a pas parlé, on n'en a pas bien parlé, sinon on aurait essayé d'en faire quelque chose. Et donc, ça a ouvert beaucoup de débats. C'est la première fois que on a toujours fait des films qui ont suscité des débats, mais c'était des débats intellectuels. Là, ça s'est passé autrement. C'est passé parfois plus intimement dans les familles. Et c'était assez plaisant, je dois dire. C'est la première fois que je vois ça. Merci. Justement, je voulais rebondir sur le fait que, parce qu'on était là en train d'assister à une conférence, on a rencontré beaucoup de Libanaises et Libanais lausannois qui sont partis quand ils ont lu un peu les 2-3 phrases du film. On leur disait mais pourquoi, mais c'est ici, c'est dans la même salle, etc. Ils ont dit, comme vous avez dit, on a trop vu, c'est trop, mais on a l'impression qu'ils ont trop vu. Quand ils disent ça, c'est dans leur mémoire, pas dans le ciné. Donc je voulais voir si à qui vous adressez ce film à la base, en premier, peut-être en deuxième ou en troisième. Donc s'il y a le top 3 des... À mon fils et à ma fille. C'est eux qui m'ont guidé dans ce film-là, avec Johanna, bien entendu. Mais moi, je ne fais jamais de film pour une audience ou des spectateurs. Je suis très bressonien, je pense à un spectateur, je ne pense pas à une audience. J'ai une autre opinion de l'audience. Ça, c'est dans des schémas de communication. Je devrais savoir ce que vous voudriez et je vous servirai la soupe que vous voulez. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a quelque chose qui vient, il y a des phénomènes qui viennent vous mobiliser, on va vous dire, et qui vont faire que vous allez devoir dealer avec certaines choses et parfois qui ne sont pas agréables, pas à l'aise, etc. Alors pourquoi la guerre? C'est la première fois qu'on fait un film sur la guerre.
même pas sur la guerre, qui se déroule en partie pendant la guerre. On a toujours fait des films sur notre présent, et même ça, c'est un film sur notre présent, ça se passe aujourd'hui. Et ce qui nous interroge, c'est cette histoire de transmission, de continuité. Et comment gérer une rupture dans cette continuité? Qu'est-ce qui se passe quand on acknowledge, on approuve, on reconnaît une catastrophe? Eh ben, ça veut dire qu'il y a une rupture, que cette rupture suppose une discontinuité même dans le récit, dans la façon dont je peux en parler. Donc il faut que... Et cette discontinuité va toucher même les formes de comment je vais raconter une histoire, comment je vais utiliser une image, une photographie. Si vous voyez ici dans le film, Maya arrête de photographier. Sa possibilité de la photo s'arrête à un moment. Et il faut que certains contextes lui permettent de ramener cette image. Donc c'est quand, à un moment, on est prêt à dépasser, à surpasser ce désastre, dit Jalal Toufi, qui est un écrivain qui a influencé toute une génération d'artistes au Liban. C'est la façon dont on essaye de rendre une possible continuité après un désastre. Et je crois que les personnes qui ne veulent pas assumer ça n'ont pas envie de trouver une possibilité de continuer, n'ont pas envie de s'atteler à un travail de deuil, de mémoire, d'écriture de l'histoire. Le film a une structure en termes de narration très compliquée, c'est-à-dire cette histoire vient après celle-là et celle-là avant celle-là. Il n'y a que le film photographique qui a une continuité des photos. Et ça nous intéresse beaucoup que les formes même de raconter une histoire soient affectées par le contexte libanais. Merci. Tout au fond, enfin au milieu. Bonsoir. J'ai une question que je ne suis pas sûr de comprendre, mais qui me vient. Pourquoi, dans la fiction ou dans la réalité, retourner au Liban ? Parce qu'on ne peut pas fuir éternellement. À un moment, le réel revient nous hanter, revient nous faire. Si je dois pousser plus loin votre question, je me dirais pourquoi on retrouve les mêmes au Liban. Ils ont vieilli, etc. Mais on les retrouve. Et ça, c'est quelque chose que je ne sais pas s'il y a beaucoup de Libanais qui vont et viennent, mais c'est incroyable comment on retrouve les choses. C'est bien et c'est en même temps flippant. Donc, si vous voulez, il y a dans le film, il y a 4 instances. Il y a au début un film qui commence, puis il y a ce qu'on appellerait des visions. Quand la jeune fille lit les cahiers de sa mère, n'a pas de référence, commence à imaginer, et c'est des affabulations, c'est-à-dire que ça ne renvoie pas au réel. Le premier truc, c'est une photo. En dehors de la photo, il y a du noir. Quand elles sortent vont dans le noir, vous voyez ce que je veux dire. Et puis petit à petit, l'image commence à se compléter, un monde commence à se faire, mais c'est un monde qui est vu par la subjectivité d'une personne qui ne connaît pas, qui n'a pas les référents. C'est presque un référent nord-américain du Liban. Puis arrive la mère qui va prendre en charge le récit, et ça va devenir une sorte de flashback, mais de son point de vue, avec le droit au secret. Et puis quelque part, on avait envie, elles sont du même ordre. Il y a aussi une confrontation avec le réel. Et ce réel-là, il faut à ce moment-là se le coltiner. Donc pour nous, c'était très important qu'elle retourne à Beyrouth.
la personne à qui Joanna a écrit des cahiers a quitté donc le Liban en 82. Il est revenu une ou deux fois, elle est revenue, elle était comme dans le film. Et depuis 90, n'était plus jamais revenu. Joanna lui a dit, je te préviens, je vais faire un film basé là-dessus et en plus je vais te tuer. Elle l'a bien pris. Et elle a décidé de venir au tournage. Elle apparaît même dans le film. Qu'est-ce qui l'a poussée? Elle est venue avec toute sa famille, des Français pure souche, etc. Et puis tout d'un coup, quelque chose a commencé à se décanter. Mais elle n'a pas lu ses cahiers. Donc chacun va gérer ça d'une façon différente. Chacun deal avec sa mémoire, ses traumas, ses histoires de famille d'une façon différente. Et on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Merci. Alors je vais peut-être poser un peu une dernière question. Je me permets de faire un pas en arrière, peut-être sortir un peu du film, mais tout à l'heure on a un peu discuté de l'approche que toi et Joanna vous avez vis-à-vis du film et vis-à-vis de l'art en général, et on a parlé d'une approche empirique. C'est-à-dire, puis moi tout à l'heure aussi dans la présentation, je disais qu'on ne pouvait pas forcément appeler à une approche formelle ou classique vis-à-vis de ça, mais ça a été vraiment un chemin. Comment ça s'est passé? Quelle a été aussi la force qui vous a un peu fait rapprocher à l'art et au cinéma, et comment ça s'est passé? Ça, c'est un peu compliqué parce que c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que Joanna et moi, on en est venus à faire des films ou de l'art en même temps. Et nos approches sont empiriques dans le sens où on n'a pas étudié ça. Et on en vient parce qu'on doit traiter à un moment d'un réel qui nous gratte, plus que gratte. Donc, la question des documents est au cœur, la question de l'archive, la question de l'écriture de l'histoire, de la narration, du poids des images, mais aussi des nouvelles technologies qui nous permettent de pouvoir réactiver ce passé, parce que c'est grâce à ça qu'elle va zoomer dans l'image, qu'elle va pouvoir éclairer certains documents, qu'elle va pouvoir... Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on trouve excitant, excitant parce que ça nous oblige à aussi réfléchir voilà, qu'est-ce que le téléphone a transformé dans le rapport au corps. Avant, on cadrait avec tout son corps, on collait l'appareil à notre œil. Aujourd'hui, c'est notre point, il est distinct. Le plan est différent. On photographie d'en dessous, d'en haut, alors qu'avant, on devait se pencher. Il y a tout un ensemble de représentations qui réétablissent certains rapports au monde. Et j'espère qu'il y a d'autres personnes que des Libanais dans la salle. Ça les concerne tout autant. Donc, à partir de là, nous, ce qu'on essaie de trouver dans les films, c'est que le film continue à nous parler et qu'on le trouve juste. On en a parlé aussi un tout petit peu. Nous, on écrit les scénarios, ça dure très longtemps, et à la fin, toute l'équipe a le scénario, mais pas les acteurs. Donc, les acteurs doivent se débrouiller sans scénario. Et on improvise avec eux, et on cherche sur le set. Et on doit... Alors que, à la fin, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a écrit. Mais on cherche justement le moment où ça sonne et qu'on arrive à dire ça a été, comme on dit en photo. Donc voilà, c'est juste. Ça me semble pas construit, ça me semble pas artificiel, ça me semble pas wannabe. Et donc c'est ça ce qu'on recherche, une image dans laquelle on puisse se reconnaître, des récits dans lesquels on puisse se reconnaître. Il y a encore la place pour une... Ouais, très bien. Bonsoir. Donc, je suis libanaise lausannoise et ce soir, j'avais pas tellement le choix, mais je devais venir. Je m'appelle Maya, je suis là avec Alex, mon fils.
C'est vrai. Et puis, effectivement, j'avais beaucoup de questions de mes enfants. Comment c'était? Qu'est-ce que tu as vécu? Comment ils racontent? Donne-moi des détails. Et puis finalement, c'est ce que vous venez de dire, c'est du réel. J'ai retrouvé des ambiances, j'ai retrouvé ma teta aussi. J'ai retrouvé des épisodes plus ou moins douloureux de ma vie. Et puis effectivement, comme vous avez dit aussi tout à l'heure, on ne peut pas, à un moment donné, ne pas faire face à notre réel. Et j'aurais dû prendre mes autres enfants aussi pour qu'ils comprennent un petit peu plus. Et c'est vrai. Et pour ça, j'aimerais vous remercier. Merci. Est-ce qu'il y a des noms libanais? Ah, merci. S'il n'y a plus de questions, moi, Sûr, c'est la dernière chance. Alors, merci beaucoup, Khalil, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Morella et Samara de la ville de Lausanne, pour cette jolie collaboration. Surtout, merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir été ce soir avec nous pour voir le film et aussi pour en discuter après. À bientôt. Juste un petit truc. Vous allez voir dans le film, il y a un de nos acteurs fétiches qui est tout le temps là, Rabia Amouroué. Il est dans le cadre de ce programme au Vidi, dans Harta, avec Lina Majdalani. Au théâtre de Vidi. Juste, c'est un spectacle qui aura lieu pas demain, pas après-demain, mais après-demain. Donc le 5, c'est ça? Le 5, le 6, le 7 et le 8 au théâtre de Vidi. Donc faites-vous plaisir. Bonne soirée. Merci.